toutes et à tous, bienvenue sur l'épisode 5 du podcast ML2. Une pensée bien évidemment à Maxime convalescent et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement cette semaine. Je retrouve moi de mon côté mes acolytes Dorian Vémel et Philippe Dechter. Bonjour messieurs. Salut Bonjour Laurent. Laurent. Alors un programme gargantuesque pour votre retour. Voilà, un programme gargantuesque nous attend. Après, une fois qu'on nous serons revenus sur les faits marquants de la troisième journée qui a eu lieu ce week-end, qui s'est achevée du coup ce lundi entre Toulouse et Sochaux par un match nul et vierge. Nous prendrons notamment la direction du Paris FC, leader de Ligue 2. On sera en direct avec Ousmane Kanté, le défenseur, qui reviendra sur cette métamorphose un peu du club parisien entre l'an dernier et cette saison. Puis cap à l'Est, où Nancy est dans la panade. Comment les supporters vivent le début de saison très difficile de la SNL, qui ne dispose que d'un seul petit point après 3 matchs? Réponse avec David Cosenza, porte-parole du Saturday FC. Enfin, nous irons aussi du côté de Guingamp pour le Zoom de la semaine après le changement de président, le départ de Xavier Gravelaine et la nouvelle contre-performance sportive contre le Havre. Comment imaginer l'avenir dans les Côtes d'Armor? Il sera ensuite l'heure de se pencher sur la prochaine journée qui arrive très très vite dès le week-end prochain. Allez, on revient à ce week-end très riche qui vient de passer, une troisième journée qui a vu notamment, et on va vous le faire très très vite dans le détail, les victoires du Havre à Guingamp 3-1, du Paris FC à Amiens, de Clermont à Auxerre, de Grenoble à Chambly, de New York contre Nancy, victoire de Caen à Rodez, succès également de Troyes face à Pau, de Valenciennes contre Châteauroux. Unique match nul, il est pour Toulouse contre Sochaux 0-0. À noter le match reporté d'Ajaccio Dunkerque pour cause de Covid-19. Alors, on a parlé du seul match nul, forcément, entre Toulouse et Sochaux. Un point, c'est justement ce qu'a retenu Dorian, le premier pour le TFC. Ouais, ça y est, la saison de Toulouse qui est enfin lancée, même si on attend évidemment toujours une victoire depuis octobre 2019 pour le TFC. Mais déjà, ce premier point de la saison, il est positif parce que déjà, c'était face à une équipe de Sochaux qui est hyper cohérente depuis le début de saison, qui est restée sur 2 victoires consécutives. Donc, c'était important de répondre présent, surtout au stadium. Voilà pour déjà un peu essayer de reconquérir le public comme le veut le nouveau slogan du TFC. Non, j'ai trouvé Toulouse, j'avais vu les 2 premiers matchs et là franchement ils ont été largement au-dessus de ce qu'ils avaient proposé lors des deux premiers matchs justement, que ce soit dans l'aspect défensif comme offensif. Je pense que les Toulousains se sont bien rassurés, ils commencent à se mettre aussi je vais dire au niveau de cette Ligue 2, mais plus dans l'impact, surtout dans la présence athlétique. C'est ce qui avait manqué avec les jeunes, je trouve, lors des 2 premiers matchs. Là, on a vu qu'il y avait encore quand même 4 ou 5 jeunes titulaires et je pense à Samsana, Minadli, Manu Koné. Voilà, ils m'ont beaucoup plu, ils sont tous mis au niveau parce que Sochaux, c'est un vrai défi d'affronter cette équipe hyper solide. Donc non, franchement, je pense que Patrice Garande là, il peut s'appuyer sur un premier match référence, même s'il a manqué ce petit but. C'est dommage. Vakoun Bayo, j'ai beaucoup aimé son match, mais il manque les occasions qu'il a su se créer. Amin Adli aussi une belle occasion avec Maxence Prévost qui arrête. Donc voilà, j'avais envie de mettre un peu de positif pour Toulouse. D'accord, alors du côté de Philippe, par contre, lui, il a préféré mettre en avant la nouvelle désillusion de l'an avant. Ouais, tu vois, j'étais sympa il y a 15 jours, donc là, c'est On une change fois les sur rôles. deux. Là, aujourd'hui, je change de costume, je me suis mis en noir. Non, en fait, Guingamp, on va en parler tout à l'heure, c'est plus la situation globale que je trouvais assez inquiétante. Moi, justement, je voulais peut-être noter l'aspect positif côté Guingamp, c'était par rapport au coach, par rapport à Mecha Bazdarevic. Je trouve que le match de Guingamp était pas si mauvais contre le Havre. Honnêtement, d'ailleurs, pour moi, Guingamp-Le Havre était nettement meilleur que le Toulouse-Sochaux d'hier soir. Vraiment, au niveau de la qualité du jeu des 2 équipes, ça jouait beaucoup plus au sol. Enfin, c'était vraiment intéressant ce qu'on a vu samedi après-midi. Et clairement, ce qui plombe Guingamp, c'est les énormes erreurs défensive de la première période. Enfin, les 2 premiers buts, c'est juste hallucinant comment Thierry peut se retrouver comme ça tout seul à 2 reprises. C'était du gruyère la défense. Et c'est dommage parce que dans le jeu, il y a eu des choses. Il y a eu un Gomis qui a tout raté devant, qui était plein de bonne volonté, mais qui ratait en fait tout dans le dernier geste.
même à la fin de match, il contre la frappe d'Oli Volant qui va dans le but. Enfin, c'était hallucinant. Et en même temps, on ne peut pas lui en vouloir non plus parce que je pense que le contexte est très compliqué pour les joueurs. Là où je note du positif, c'est justement peut-être dans la décision qui a été prise hier soir de garder Bazdarevic parce que d'après les petites infos que j'ai eues, les joueurs sont contents de l'arrivée de Bazdarevic. Ils ont été très satisfaits du départ d'Etienne Didot et ils sont de Sylvain Didot, pardon, autant pour excusez-le, de Sylvain Didot, pardon. Et justement, l'arrivée de Mecha Bazdarevic a fait beaucoup de bien apparemment au groupe. Et ça s'est vu sur le terrain, honnêtement. Alors, il y a encore beaucoup de travail, mais je pense qu'il y a une bonne base et j'espère en tout cas qu'il aura encore quelques matchs justement pour mettre en place ce qu'il souhaite faire. Il y a des prémices de choses positives, en tout cas dans ce qu'on a vu samedi. Après, moi, je trouve quand même que l'un des premiers choses sera peut-être essayer de changer de gardien. Je sais pas ce que tu en penses, mais Sur ce match-là, franchement, ça change rien. Les mais tu buts, penses pas qu'il rassure pas forcément la défense non alors plus? si, par contre, c'est fort possible que la défense centrale soit influencée par les 2 dernières prestations de Parce que son gardien. tu vois, le dernier CSC de Melo, bon, alors il y a clairement pas de réussite, mais je trouve que ça Ouais, manque quand même de, tu vois, la c'est sortie du vrai. gardien manque un peu de, mais bon. Non, c'est vrai. Et je me suis posé la question d'ailleurs sur les 2 préludes, je me dis merde, s'ils sont aussi fébriles en défense centrale, c'est qu'ils flippent, c'est qu'ils sont, je sais pas, il y a peut-être un truc par rapport au gardien. Après voilà, faut voir. Un club et tout l'inverse de Guingamp ce début de saison, c'est le Paris FC. Brillant leader avec 3 victoires en 3 matchs, le PFC pourrait poursuivre sur sa lancée avec la réception de Nancy le week-end prochain. Pour en parler, bien évidemment, nous recevons le défenseur Ousmane Kanté, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Ousmane, bonjour. Bonjour. Ousmane, après la saison passée qui a été très difficile, j'imagine que, allez, en tant que joueur, vous profitez, que vous savourez un peu ces moments-là que vous passez tout en haut de la Ligue 2. Oui, c'est exactement ça. On profite, on savoure. Mais justement, de par l'expérience de la saison passée, on sait que ça peut aller très vite. Donc, on reste concentré, on continue de travailler et pour se maintenir dans le haut de tableau le plus longtemps possible. Ouais, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'an passé? Cet été, on a l'impression que Paris s'est métamorphosé. Bon, il y a eu un dégraissage très important. Beaucoup de joueurs sont partis, d'autres sont arrivés. Mais finalement, quand on regarde bien votre 11 de départ, plus de 50% de ce 11 était présent l'an dernier. Donc voilà, qu'est-ce qui a changé? Alors, moi, je trouve que ce qui a changé, c'est que effectivement, il y a eu un dégraissage et aussi beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Mais tous ces joueurs qui sont arrivés, ils sont arrivés en même temps. Donc, au début de saison, tout le monde était là. Donc, on a tous pu travailler ensemble, participer aux mêmes séances. Donc forcément, il y a un groupe qui s'est créé. On était prêts, pour commencer ce championnat. Et ces personnes, ces joueurs qui sont arrivés aussi, ils sortaient d'une bonne saison dans leur club respectif, qu'ils avaient fait. Et alors que l'année dernière, il y a eu beaucoup de joueurs qui n'avaient pas joué dans le club d'avant, etc. Donc, je pense qu'il y a surtout ça qui a changé et qui fait qu'on démarre bien. Dorian. Oui, Ousmane, avec ce début de saison pour le moment très positif, est-ce que le top 5, c'est quelque chose que vous évoquez déjà un peu entre les joueurs ou pas du tout pour le moment? Non, pas du tout. C'est beaucoup trop tôt. On sait comment elle est, la Ligue 2 et le foot en général. Donc, ça peut aller très vite, là. Comme je l'ai dit, on continue de bosser. On va essayer d'être le plus régulier possible et d'être le plus haut possible dans ce championnat. Mais pour l'instant, on continue de bosser. On continue de bosser. On cherche juste à gagner le prochain match à chaque fois, c'est tout. Est-ce que ce début de saison était perceptible dans la préparation? Je sais que Dorian était du côté une fois cet été lors d'un Lens Paris FC Ouais. où tu avais trouvé convaincant la prestation du PFC. Est-ce qu'Ousmane, toi, est-ce que on le sentait sur le terrain que voilà, il y avait quelque chose à faire en tout cas en ce début de saison, se donner confiance et rentrer dans une dynamique très intéressante? Oui, oui, on l'a ressenti puisque de suite on a vu la qualité enfin, en tout cas moi j'ai pu voir la qualité du groupe. On a fait une très bonne préparation où on gagne tous nos matchs sauf un contre Dijon. Et le contenu, il y avait du contenu aussi. C'était pas que des victoires à l'arraché. Il y avait du contenu, il y avait vraiment de belles choses pendant la préparation. Donc fallait confirmer en championnat. Pour l'instant, c'est chose faite.
et j'espère que ça va continuer. Dorian. Ouais, justement, j'étais venu voir la victoire à Lens en amical. Et puis moi, ce qui m'a frappé, Ousmane, c'est que lors du premier match de championnat contre Niort, il y avait pas mal d'absents. Chambly, Coach Chambly, ouais. pardon. Il y avait pas mal d'absents de votre côté. Voilà, il y a des petites blessures avec le Covid aussi. Mais voilà, c'est tout le groupe qui avait répondu présent. On sent vraiment ce groupe très solidaire et très fort. Même ceux qui jouent moins en ce début de saison, on sent qu'ils tirent aussi vers le haut tout le monde. Exactement. C'est vraiment, enfin, Chambly, c'est vraiment un exemple. Parce que oui, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'absents. Mais bon, ceux qui, entre guillemets, n'étaient pas partis pour être titulaires ont joué et ont répondu présent, puisqu'on on remporte le match à 3-0 avec une belle prestation. Donc là, c'est vraiment une force pour nous. Il y a tout un groupe qui tire vers le haut. Et tout le monde a envie de jouer. On sait qu'aussi que enfin, tout le monde aussi reste concerné puisqu'il va y avoir beaucoup de matchs. Il y aura des matchs en semaine, donc ça va tourner. Il y a effectivement le Covid qui peut toucher tout le monde. Donc tout le monde doit répondre présent à n'importe quel moment. Et je sens que vraiment tout le monde a envie dans ce groupe-là. Philippe, tu avais une question pour Ousmane. Oui, contre votre dernier match contre Amiens, justement, qui se termine encore par une victoire. Hein. Pour le moment, vous êtes la seule équipe de Ligue 2 à avoir gagné 3 matchs. J'ai vu la fin de rencontre. Donc ça, j'aimerais bien avoir votre avis, justement. Je crois que vous contrez d'ailleurs une frappe amiénoise en toute fin de match qui aurait Ouais. pu finir dans le but. C'est tout juste. Est-ce que c'est juste de dire que c'était peut-être le match le moins abouti, même si vous prenez les 3 points à Amiens? Ouais, c'est vrai, on est tombé sur une grosse équipe d'Amiens qui descend de Ligue 1. Et dès le début de match, ils ont vraiment mis de l'impact, de l'intensité dans le jeu. Donc oui, c'est peut-être le match le moins abouti, mais malgré tout, on a réussi à se créer des situations, on a marqué. Donc, si on est capable de faire des matchs aboutis, de les gagner, et des matchs moins aboutis, on les gagne quand même, bah, c'est qu'on va faire de belles choses. Donc voilà. On sent justement que devant cette année, le danger vient de partout. Enfin, il y a même en fin de match une frappe de loin qui finit sur la barre. Enfin, on sent que les milieux de terrain se projettent bien, un peu comme il y a 2 ans d'ailleurs. Enfin, on sent aussi que vous avez beaucoup d'atouts offensifs cette saison. Ouais, ouais, vraiment, il y a une très grosse force offensive. Avec tous les joueurs qu'on a, il y a de la qualité. Et puis tout le monde a envie de jouer ensemble et se faire plaisir. Donc, du coup, forcément, quand ça a cet état d'esprit-là, forcément, ça peut faire mal à n'importe quel niveau. Justement, il y a 2 ans, vous échouiez donc en play-off. Tu étais déjà membre de cette équipe-là. Est-ce que ça te donne encore plus envie de regoûter à ce top 5, à cette atmosphère? On se rappelle d'un Charletti avec 10 000 personnes, il y avait du bruit. Voilà, est-ce que ça te donne encore plus envie cette saison? Oui, bien sûr, surtout que on voit que c'est possible de faire quelque chose dans ce championnat. Donc après, oui, moi je suis un compétiteur, j'ai envie d'aller le plus haut possible dans ma carrière. Donc oui, c'est des moments que j'ai envie de revivre, effectivement. Dorian, tu avais une Ouais, question? petite dernière question. Non, justement, quand on voit la saison dernière qui a été assez compliquée pour le club, est-ce qu'à un moment dans l'évolution de la carrière, on sait que tu es un défenseur voilà, très souvent dans les équipes type de Ligue 2 depuis 2 ans avec le PFC. Est-ce qu'il n'y a pas eu l'envie peut-être de chercher un club peut-être un peu plus ambitieux? Là, le projet t'a vraiment convaincu voilà, pour continuer l'aventure à Paris? Oui, oui, le projet, là, j'intègre totalement le projet du Paris FC. Donc franchement, c'est vrai que c'est une bonne question, mais à aucun moment l'année dernière, je me suis dit, je vais partir. Je me voyais pas lâcher en tout cas les coéquipiers que j'avais. Non, moi, enfin, surtout que la saison, elle arrivait un peu, personne n'attendait de cette fin de saison. Ouais. Mais non, l'objectif l'année dernière était clair, c'était de se maintenir. Et puis, mentalement, on était prêt, on savait que ça allait être dur, mais mentalement, on était prêt. Après, je pense qu'à l'intersaison, le, le, le président a fait les choses pour que ça se passe mieux en partie de saison. Donc, non, à un moment, moi, j'avais de partir, j'étais vraiment ancré dans le projet du FC.
D'accord, très bien. Ouais, écoute, en tout cas, on te remercie. On espère que ça se passera bien la suite de la Merci à vous. saison. À commencer par la réception de Nancy. Vous partez là, cette fois le Paris FC par grandement favori. Ouais, c'est un costume aussi qu'il va falloir s'habituer, non? Comment est-ce qu'on gère ça? Ouais, bah forcément, on va être attendu, on en est conscient. On va gérer ça de la même manière qu'on a géré tous les matchs, hein. On va jouer notre football, on va donner Bon, le meilleur sur le terrain, on va donner le- notre maximum sur le terrain, pardon. Et de toute manière, cette Ligue 2, on sait qu'elle va être compliquée cette année, puisque j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bonnes équipes qui se valent. Donc ça va se jouer à peu de choses, et on est conscient de ça. Bon, en tout cas, c'est super. Merci beaucoup encore d'être venu sur notre podcast ML2. On vous souhaite tout le meilleur pour cette saison. On espère, euh, Merci. on espère te reparler en deuxième partie de saison avec un Paris FC toujours très très haut. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci Ousmane. Merci Ousmane. Bon Bonne après-midi à vous. journée, bonne soirée. Ciao, Merci. Bonne ciao. journée. Au revoir. Au Salut. revoir. Si la Ligue 1, Paris peut en rêver, Guingamp, de son côté, en est très loin. Le club breton que l'on pensait sur la voie de la stabilité est en plein chamboulement. Le président Bertrand Desclasses en est allé, remplacé par Fred Legrand. Sylvain Didot avait auparavant été remplacé par Mecha Bazdarevic, choix du directeur du football Xavier Gravelaine, lui-même sur le départ. C'est à ne plus rien y comprendre. D'ailleurs, Dorian, je te lance la patate chaude. Est-ce que tu y comprends quelque chose? Non, j'ai hyper étonné, franchement. On s'attendait pas du tout à un début de saison comme ça du côté de Guingamp. Comme tu le disais, on pensait que le club avait tiré les leçons de la saison dernière où ça avait déjà été mouvementé dès le début avec le départ de Patrice Lair. Et ils n'avaient jamais su rattraper ce retard malgré un beau rebond. Voilà, ils avaient fait le choix de continuer avec Sylvain Didot. Bon, visiblement, Xavier Gravelaine, il n'était pas d'accord, mais il n'a pas réussi à faire réfléchir le président. Mais du coup, on est retombé exactement dans la même situation avec un coach limogé au bout de 2 journées seulement, ce qui n'a absolument aucun sens. Et puis là, on pensait donc la position de Xavier Gravelaine confortée, puisque c'est lui qui l'a clairement dit, qu'il a assumé la prise de décision de se séparer de l'entraîneur, et voilà que lui-même est invité à partir. Donc ouais, non, c'est hyper difficile à suivre. Pour l'instant, il n'y a pas de cohérence dans le projet sportif. En fait, tout simplement, il n'y a pas de vision à court terme, ne serait-ce qu'à court terme. Si, à court terme, c'est confirmer Mecha Bazarevic, c'est déjà un premier choix fort, puisque on pouvait penser que Jocelyn Gourvenec allait revenir. Donc voilà, maintenant, il faut vraiment donner du temps à Mecha Bazarevic de ramener ses idées, de remettre le club dans le bon chemin si possible, mais il faut arrêter de changer tous les 3 matchs parce que pour les joueurs, c'est tout simplement impossible à gérer. On le voit bien, dès que le début de saison est un peu contraire, les joueurs sont moins en confiance et il se passe ce qui s'est passé contre le Havre. Tu fais un bon match, mais malheureusement, tu as des événements contraires parce qu'en fait, c'est toute une spirale qui est un peu négative déjà en interne. Donc, c'est hyper dur à comprendre, à suivre et bon, on espère pour Guingamp que voilà, ils vont réussir à se stabiliser enfin et avoir un projet net à court et moyen terme. Justement, ce projet, est-ce qu'il est aujourd'hui visible et voilà, comment l'en avant peut se remettre d'un début de saison aussi déstabilisant, on va dire, sur le plan extra-sportif, même sur le plan purement footballistique? Bah, déjà, je trouve il y a un avantage à Guingamp, peut-être par rapport à d'autres clubs, comme par exemple le Nancy. On était inquiet pour Nancy. Moi, je suis beaucoup moins inquiet pour Guingamp parce que déjà, il y a les joueurs. Il y a un effectif de qualité. Alors, il y a certes le gardien sur lequel on se pose des questions, mais pour le reste, il y a vraiment un effectif de qualité et il y a largement de quoi faire. Donc ça me rassure parce que quelque part, ils n'ont pas forcément besoin de bosser sur le mercato de manière active et intense parce qu'en fait Mecha il a largement ce qu'il faut sous la main pour monter une équipe compétitive. En plus il a remis de la concurrence, les joueurs écartés sont revenus, alors certes il y a des blessés de longue date comme Pierrot, ça fait un petit peu mal, mais il a largement de quoi faire. Donc moi ça, de ce point de vue là, ça me rassure. Je pense que voilà, le changement de président et le départ de Gravelaine, ça va aussi aider à ramener de la sérénité en interne. Le conseil d'administration hier soir a quand même duré relativement longtemps. Donc, je pense que s'ils ont pris la décision, c'est qu'il a fini par avoir un consensus politique. Donc, espérons que ça se calme d'un point de vue justement administratif et extra-sportif. Il y a des gens aussi qui, à l'intérieur du club, ne se parlaient plus, ne travaillaient pas ensemble. Donc, ça, forcément, c'était très malsain.
si ce qui s'est passé ces derniers jours permet de réinstaurer une ambiance de travail, eh ben, tant mieux. Et je pense que le sportif, derrière, ça va suivre assez logiquement. Si Guingamp dispose d'un point dans ce championnat, il le doit au déplacement du côté de Nancy. Nancy, c'est également un point au compteur après 3 journées. Et la situation devient préoccupante, hein. Les Nanciens n'ont pas pu recruter cet été à titre onéreux et l'effectif semble souffrir d'un manque évident de renouvellement. Pour en parler, avec nous, on accueille David Cosenza, porte-parole du Saturday FC, principal groupe de supporters de la SNL. David, bonjour. Bonjour à tous. David, j'imagine que le début de saison n'est pas forcément rêvé pour un fan, un inconditionnel de Nancy qui, en plus, voilà, vous vivez quelques saisons difficiles depuis 2, 3 ans. Voilà, on est en pile poil dedans. On recommence dans nos lacunes bien connues. Un point sur 9 possibles. Des matchs qui sont loin d'être aboutis. Face à des équipes, à part New York qui fait un bon début de saison quand même. Mais c'est vrai qu'on ne va pas l'oublier quand même, c'est contre 2 équipes qui sont quand même assez bancales, j'ai envie de dire. Amiens qui se plaint, donc qui se plaint de cette Ligue 2 parce qu'ils sont descendus, ils ont essayé de rester en Ligue 1 pendant des temps. Donc pour se préparer, c'était pas évident. Et un Guingamp qui est super malade, on le voit en interne avec le coach de Guingamp qui saute juste après le match chez nous, alors que moi je trouvais qu'il était cohérent dans ce qu'il avait fait. Et voilà, c'est surtout ça qui est inquiétant, c'est qu'on a pris un point sur 2 équipes malades, j'ai envie de dire, et une équipe qui marche, voilà, qui va finir, comme d'habitude, New York, qui va finir dans les 10-12 de la Ligue 2. Et c'est vrai qu'on a pris qu'un point en 3 journées. C'est beaucoup peu et c'est pas assez. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de lacunes, c'est tout ça. Est-ce que finalement, ce début de saison n'était pas attendu de la sorte avec l'été que vous avez vécu? Vous êtes encore maintenu auprès de la DNCG voilà, en proposant un budget déficitaire. Vous n'avez pas pu recruter très, très, très peu. Je pense à Michael Biron, à Rosario Latouche, à Mathias Fischer qui est revenu. Enfin voilà, ça reste quand même un recrutement très light. Le seul, on va dire, qui a apporté à une touche technique, une touche d'expérience, c'est Mehdi Bergen qui s'est fait malheureusement une rupture des ligaments croisés. Votre équipe paraît finalement sur le papier peut-être plus faible que l'an passé. Sur le point de vue offensif, j'ai envie de dire, oui, et au milieu de terrain, c'est beaucoup plus faible. On savait qu'on allait avoir des lacunes devant, on va pas se mentir, on a quand même recruté, même si Michael Biron a fait 3 bons matchs, enfin surtout 2, qui étaient intéressants à voir, ça reste quand même un joueur qui vient de CFA, il vient des finales, et on va pas demander à un jeune qui arrive de CFA de jouer les premiers rôles en Ligue 2, c'est quand même de la Ligue 2, les contextes c'est tout à fait différent que le CFA. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on voulait se reposer sur une défense qui était notre point fort, on va dire, l'année dernière. On a pris vraiment très peu de buts. Mais le problème, c'est que maintenant, on en prend beaucoup trop et on n'en marque pas. On est on savait très bien que devant, ça allait être très compliqué, mais le problème, c'est que derrière, il y a des problèmes qui sont plus, beaucoup plus inquiétants qu'ils étaient à la fin de la saison dernière. Et on n'a pas bougé beaucoup entre CK, on s'est dit CK va tenir la baraque, on a réussi à tenir El Koutari. Moi, je pensais qu'on allait jouer quelque chose en défense. Et malheureusement, la défense prend trop de buts aujourd'hui. Philippe? Ouais, et du coup, en plus, on dirait que vous êtes vraiment dans la lignée des performances du début d'année 2020, où déjà on sentait que Nancy, quelque part, j'ai presque envie de te dire, heureusement que le championnat s'est arrêté parce vous n'étiez pas forcément à l'abri d'une catastrophe, hein, vous étiez dans une très mauvaise spirale. Et là, on a l'impression que justement, ça manque de sang neuf, ça manque justement de nouveauté. On dirait même qu'il y a un peu une part de lassitude et de détachement dans certains comportements. C'est peut-être ça le plus inquiétant en fait, parce qu'on sait que vous n'avez pas la capacité de recruter là jusqu'au 5 octobre. Oui, c'est surtout ça. Et il y a même la possibilité qu'il y a encore des joueurs qui s'en aillent. Notre joueur de valeur marchande, c'est Amine Bassi aujourd'hui. S'il vient à partir, on l'a vu contre Guingamp en première mi-temps, il n'était pas sur le terrain, il était blessé l'entraînement la veille du match. Il est rentré en deuxième mi-temps, tout de suite, ça a changé offensivement. Mais c'est vrai qu'il y a quoi s'inquiéter. Et justement, quand tu parles de lassitude, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, je trouve qu'il y a une lassitude aussi dans le discours du coach. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé sur un Jean-Louis Garcia qui était connu du côté de Troyes et super connu du côté de Lens. C'est-à-dire que c'est jamais de sa faute. Il y a toujours un truc qui fait que
ça déconne, c'est soit l'arbitre qui a participé à un hors-jeu, c'est soit un joueur qui est blessé. Et le problème, c'est que même d'un match où ils ont vraiment été mauvais, ils arrivent à retirer du positif. C'est Amiens, par exemple, le match d'Amiens, on n'a rien montré du tout. Et lui, il a réussi à trouver du positif là-dessus. Il est dans la positive attitude, hein, j'ai envie de dire. Mais malheureusement, à un moment donné, il va falloir mettre les pieds dedans. Et j'ai l'impression qu'il ne sait pas le faire et que son discours à lui est déjà très rugueux. Et je sais, franchement, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est même pas l'homme de la situation. Parce que ce qui est malheureux, et je pense qu'on va être d'accord, c'est qu'on est le 15 septembre. Il y a eu 3 matchs de championnat et on peut se dire que la SNM ne va pas jouer ni les playoffs, ni la montée cette année, comme un club comme Nancy. Alors, oui, je suis chauvin, c'est mon club, je suis d'accord. Mais on est quand même la S Nancy-Lorraine. C'est dire le 15 septembre, après 3 journées, on ne jouera rien cette saison. On va jouer le matin et si on s'en sort, on aura de la chance. Je vais me faire l'avocat du diable un peu pour Jean-Louis Garcia. J'ai envie de dire, il fait avec les moyens qu'il a. Il a des moyens limités, pour ne pas dire il a quasiment rien. Et également, est-ce que son discours n'a pas vocation à avoir encore la confiance de son groupe, à donner confiance à ces jeunes, plutôt que de les fracasser en leur montrant les lacunes? Est-ce que justement son rôle dans ce cas-là, ce n'est pas finalement de positiver avec ce qu'il a, en sachant que la saison va être quand même dure? Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que son discours, il est peut-être réglé, on va dire, pour les jeunes. Et ce qu'il y a, c'est de l'autre côté, on a un grand inconnu, c'est Dona Endo qui est chez nous. Par contre, lui qui se fait fracasser, que ce soit par le président, et maintenant on le sait indirectement que le coach ne compte pas sur lui par rapport aux déclarations du président sur France Bleu. Et voilà, je trouve ça complètement aberrant, c'est qu'au bout de 3 journées, on placardise déjà un joueur, on a envie qu'il parte, alors que voilà, c'est quand même un mec qui a mis, je ne sais plus combien de buts en Ligue 2, c'est le meilleur buteur de Alors, Ligue 2 aujourd'hui. je vais préciser, il a mis 61 buts avec les Chamois Niortais. Il en a mis un seul avec Nancy l'an dernier, mais c'est un joueur qui n'a pas perdu ses qualités du jour au lendemain, ça c'est sûr. C'est ça. Donc ce neuf, enfin, cet attaquant, on l'a indirectement. Mais quand est-ce qu'il sera disponible? Est-ce qu'on lui donne les disponibilités pour emmener ce qui s'est fait? Parce que c'est comme on l'a dit, Michael Biron, Triboulet et Sissoko. Sissoko, pour jouer, lui, en ayant regardé quelques matchs quand il était à Orléans, il lui faut un neuf devant. C'est un joueur qui va déborder. Il est même des fois peut-être un peu maladroit dans le dernier geste. Et au jour d'aujourd'hui, c'est que sur ces 3 joueurs, enfin, il va falloir un neuf avec ces 3 joueurs, parce que ces 3 joueurs, ils ne sont pas capés, surtout pour Biron et Bertrand, voilà, d'emmener une touche offensive un peu plus intéressante, parce que à part Bassi, au jour d'aujourd'hui, Danger vient de nulle part. Mais tu penses que un changement de coach comme ça précoce pourrait éventuellement changer la situation? Enfin, vous aviez Alain Perrin qui pour moi a vraiment été le vrai bon entraîneur depuis que vous aviez fini l'histoire avec Pablo Correa. J'ai l'impression que Jean-Louis Garcia il protège aussi un peu le club quelque part dans cette déclaration parce que comme disait Laurent, il fait avec les moyens du bord, il sait très bien qu'il n'aura pas plus. Et est-ce qu'un nouveau coach aura plus de moyens? Je pense pas. Il y a ces fameux 3 millions de déficit lorsqu'ils ont présenté le budget à DNCG. Même si tu vends Bassi, maximum tu vas en tirer 1 million. Et vu ses performances, je suis même pas sûr. Enfin, ce serait déjà une belle vente. Toi, tu penses que maintenant il y a pas, il faut faire comme dans d'autres clubs, il faut changer, même si c'est tôt, et puis il faut tenter tout de suite de modifier la chose? Bah, voilà, comme tu l'as dit, on a eu ce qui se fait peut-être de mieux en tant qu'entraîneur, c'était avec Alain Perrin. C'est ce qu'il a réussi avec nous, ce maintien, ça représente un titre de champion de France de Ligue 2, hein, mine de rien, parce que avec la deuxième partie qu'il fait, il est vraiment au-dessus techniquement. Mais ce que je peux reprocher à Garcia, c'est que quand il est arrivé, il y a eu 3 mois où ça ressemblait à du Perrin. Hein, les 3 premiers mois où il était là, on a pris des points, ça développé du jeu, il y avait une touche Perrin. Mais ça a vite disparu. Après, oui, ça va être facile de dire l'entraîneur, il va falloir qu'il saute le premier. Après, il y a des problèmes qui sont autres dans ce club, hein. On va pas se mentir non plus. Le côté financier, le côté vendu, pas vendu, le côté, je trouve, des actionnaires, mais j'en ai pas. Donc voilà, c'est sûr. Lui, il fait avec le truc du bord. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que s'il a sauté, malheureusement, parce que c'est qu'on le voulu ou qu'on le voulu pas, c'est le premier fusible qui va sauter, c'est avec le coach. On va pas virer le président, c'est ce que je veux dire au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est, c'est lui qui va sauter. Après, si c'est pour une solution interne qui ne nous fait pas avancer, non, ça sert à rien. Mais le problème, c'est que les coachs, ils disent souvent, on a le temps, on travaille en entraînement. Mais malheureusement, c'est qu'on n'a plus le temps déjà, c'est qu'on a envie de prendre des points, c'est qu'on a envie de gagner parce que on a la deuxième partie de saison dernière, même heureusement qu'elle s'est arrêtée. Moi, je pense heureusement qu'elle s'est arrêtée parce qu'on n'aurait pas réussi à enchaîner
et à faire ce finish qui nous aurait sauvés largement avant la dernière journée. Ce début de saison difficile de la part de la SNL, est-ce qu'il est encore plus difficile justement à vivre dans la mesure où les supporters sont un peu privés de stade? En tout cas, la jauge est très réduite. Le Saturday FC est présent peut-être indépendamment, mais plus sous la bannière de groupe. Voilà. Aujourd'hui, déjà, toi, comment tu le vis? Comment le groupe le vit aussi? Le groupe, il le vit avec une certaine frustration quand même, parce que notre taf, c'est d'être en tribune, d'animer, de pousser l'équipe, pousser les joueurs. Le problème, c'est que vu qu'on n'y va pas ou très peu, on a le temps d'analyser les matchs et ça fait encore plus peur quand on regarde. C'est vrai qu'on a le temps de regarder le match et c'est encore plus angoissant. Mais non, c'est vrai, une grosse frustration. Après, pour être franc avec vous, nous, on avait fait une match amical contre Sardoux en mode tribune normale, active, drapeau. On était qu'entre nous. On avait déjà senti que c'était énormément compliqué de le faire. Et moi, j'ai été sur le premier match de Guingamp, j'ai été en tribune et je me suis vraiment rendu compte que dans ce protocole sanitaire de la LFP, il n'y a pas la place en fait pour les groupes ultras, il n'y a pas la place pour les groupes de supporters actifs, tout du moins. Donc, nous, on a appris de nos erreurs, un peu, j'ai envie de dire, on n'a pas envie d'être dans le tourment d'un truc et créer un cluster au milieu de secteur non plus de tribune, mais voilà, on a été plus malin, on a anticipé le problème cette année pour éviter justement d'être montré du doigt en tant que mauvais élève. Et en aucun cas, on avait envie d'être assimilé à des petits cons qui font ce qu'ils ont envie de faire. Quoi. Parfait. Ben, écoute, en tout cas, on espère quand même pour Nancy que ses supporters pourront revenir. On espère aussi pour le foot français, pour la Ligue 2, que les stades seront bientôt de nouveau pleins, même si apparemment ça ne prend pas forcément le chemin. C'est surtout avoir être vigilant ces prochains mois, c'est surtout sur ce qui se passe sur les parkages extérieurs, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que la loi française, enfin la loi de la LFP, c'est 5%. Au jour d'aujourd'hui, ça a disparu. Sur les 40 clubs de Ligue 2, de mémoire, il y en a 36 qui ont voté pour la fermeture des parkages visiteurs. Il y en a 2 qui étaient contre, 2 qui n'ont pas donné leur avis. Donc, il va falloir être très vigilant quand on pourra revenir, parce qu'il y a qu'on ne revienne pas sur des conditions complètement aberrantes et en espérant revenir le plus rapidement en tribune. Mais aujourd'hui, on va rester encore gentiment, on va essayer de vibrer quand même. Exactement, vibrer, ça passera aussi peut-être par un prochain match du côté du Paris FC, le leader, voilà, pour Nancy. Hein, voilà, c'est tant qu'à faire, autant prendre le plus gros. Après, de mémoire, c'est Le Havre à domicile, c'est pas facile, ça va pas être facile aussi. Ouais, un début de saison compliqué pour la SNL. En tout cas, David, on te remercie d'être venu en parler avec nous. Et puis, on te souhaite une bonne soirée et à très très vite en tout cas. Merci, au revoir. Au revoir. Nancy donc qui sera en déplacement du côté du Paris FC le week-end prochain. Il y aura 9 autres matchs bien évidemment. Ça commencera à 15h samedi avec Clermont-Toulouse, le choc. Et puis il y aura 8 autres matchs donc à 19h Caen, Chambly, Châteauroux, Amiens, Dunkerque, Valenciennes, le derby du Nord, Grenoble, Ajaccio, Le Havre, Niort, Pau, Guingamp, Sochaux, Rodez et lundi prochain 20h45 Auxerre 3 du côté de la baie des Champs. Alors messieurs, quel est le match qu'il faudra particulièrement suivre le week-end prochain? On va commencer avec toi, Philippe. Et ben pour moi, ce sera le premier match. Ce sera le match du samedi à 15h, Clermont-Toulouse. Pourquoi? Parce que Clermont déjà est toujours invaincu et pour moi fait partie des potentiels top 5 de fin de saison. Donc c'est déjà un match important pour eux parce que justement ça va être le moment de confirmer. Clermont à domicile, ça n'a pas été si simple. Ils étaient tombés contre une équipe très très solide de Caen. Lors de la première rencontre, ils s'étaient procuré très peu d'occasions. Et puis, on a vu qu'à Dunkerque, ça montait en puissance. Là, ils ont gagné à Auxerre aussi avec des remplaçants qui ont fait la différence. Et pour moi, c'est surtout un test aussi pour Toulouse parce que autant Dorian était emballé par Toulouse hier soir, autant moi, franchement, je pense que c'est surtout le fait que Sochaux a été très médiocre et très inoffensif. Sinon, il y avait largement la place pour les Sochaliens de gagner. Il y a eu du mieux, effectivement, côté toulousain, mais ça pouvait franchement pas être pire au niveau de l'animation et du jeu offensif. Par contre, défensivement, pour moi, ça reste extrêmement fébrile. Il y a des errances, des passes en retrait complètement foirées. Enfin, il y a Bédia qui, à un moment donné, s'il courait un petit peu plus vite, il partait tout seul au but à 10 minutes de la fin, le match était plié. Voilà. Et ça, contre Clermont, ça pardonnera pas. Donc,
on va pouvoir juger en fait justement de l'efficacité défensive des Toulousains. Et peut-être leur chance, c'est qu'à mon avis, Maxime Dupé va sortir aussi un gros match. Donc ça va être intéressant de voir aussi le duel des gardiens entre Dupé et Arthur Desmas, qui sont deux très bons gardiens. Dupé a vraiment fait une super saison à Clermont. Je ne serais pas étonné aussi qu'il retarde l'échéance pendant un petit moment. Donc ouais, j'ai envie de voir ça. Et si les progrès toulousains se confirment, on pourrait aussi, pourquoi pas, avoir vraiment un vrai bon match de Ligue 2, une vraie belle opposition entre deux équipes justement qui ont des beaux atouts offensifs. C'est bien parce qu'on termine sur une très très bonne note. À un moment, je me suis dit, Sochaux a vraiment mis en colère Philippe qui est dans une humeur exécrable depuis le début. Non, mais Sochaux m'a ennuyé en fait. Voilà. J'étais déçu parce que franchement, je m'attendais pas à ça. Pour les avoir vus en plus contre Troyes et un peu contre Auxerre. Et là, bon, d'accord, il y avait des absents, mais j'ai eu l'impression de retrouver le Omar Daf d'il y a 1 an et demi quand il jouait le maintien. Et je me suis dit, merde, allez les gars, c'est des matchs qu'il faut les gagner, quoi. Bien sûr, je te comprends, il n'y a pas de souci là-dessus. Dorian, de ton côté, quel est le match que tu as choisi la semaine prochaine? Je crois qu'il y en avait 2. Tu étais en. Ouais, j'ai hésité, mais comme Philippe a pris le match d'ouverture, je vais prendre le match de clôture du coup. Comme ça, en fait, Auxerre 3. Auxerre 3, sinon il y avait le Havre-Niort dans le multi, je pense qu'il va être sympa. Mais non, Auxerre 3, tout simplement parce que Auxerre a perdu ses deux premiers matchs à domicile, donc ils sont dans l'obligation de réagir. 3, voilà, ils commencent bien la saison. On sait que c'est une équipe toujours très difficile à jouer, qui se connaît par cœur. L'année passée, ce derby entre guillemets avait été bien chaud aussi. On se souvient à la Baie des Champs, notamment le match aller. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que ça va être encore une fois bien animé ce petit Auxerre 3. On risque de voir un Jean-Marc Furlan qui va être bien en forme sur son banc, Laurent Batles pareil. Donc puis j'attends surtout de voir moi la réaction auxerroise parce que je les ai quand même placés dans mes favoris pour cette saison. Et pour le moment, comme j'ai envie de dire, comme chaque année, ils nous déçoivent en début de saison. Ils arrivent jamais à se lancer correctement. Faut pas accumuler trop de retard et là, faut gagner à la maison absolument contre 3. En plus, je te rejoins du côté de Troyes. On sent qu'il y a une progression par rapport à l'an dernier. L'an dernier, exemple, le match face à Pau, les Troyens l'auraient sûrement perdu ou en tout cas pas gagné. Et là, on a vu que même sans être brillants, ils ont réussi à faire la différence. Et ils ont pu compter aussi sur le retour de Lenny Pintor, qui, à mon avis, cette année va être encore un cran plus haut. Je l'espère en tout cas pour lui. Messieurs, c'est parfait. On va passer au quiz maintenant. Enchaînons avec le fameux quiz Emeldor. Ce n'est pas Maxime cette semaine qui posera les questions. Non, ce sera Philippe apparemment qui nous a concocté un petit quiz sympathique. Oui, vu que j'ai pas encore réussi à avoir un point au quiz, je me suis dit je vous rappelle le score de 0,5, 0,5. Ouais. Voilà. Donc là, c'est un petit quiz alors qui est assez aléatoire finalement. Dorian, tu as ta chance parce que ça va être un quiz sur des dates, donc va falloir être précis et c'est pas forcément évident. Laurent est avantagé en plus parce qu'il a fait une brève sur une des 4 questions. Donc, il aura un petit avantage. Mais il y en a un qui est en vacances, l'autre qui bosse. Il faut bien que je suis voilà, c'est ça. Voilà. C'est pour le récompenser de ces 10 derniers jours de travail intense. Première question, messieurs. On en a pas mal parlé. Je pense que même hier, la réponse a été donnée lors du match Toulouse-Sochaux. Savez-vous à quand remonte la dernière victoire du Toulouse FC, toute compétition confondue? 31 octobre dernier. Moi, j'allais dire 10 octobre 2019. Alors, c'est Laurent qui gagne. C'était le 30 octobre, exactement, contre Niort en Coupe de France. Dorian, t'es pas loin. C'était le 19 octobre contre Lille en championnat. Ouais. Mais donc, c'était déjà contre un club de Ligue 2. En tout cas, c'était à Niort en Coupe de la Ligue le 30 octobre, 2-1. D'ailleurs, j'ai regardé la compo dans le groupe de 18 de Toulouse, il n'y avait que 3 joueurs qui étaient présents hier sur la feuille de match, donc comme quoi l'effectif a bien changé. Donc finalement, ça ne va pas trop trotter dans les têtes. J'ai pas regardé quand avait lieu Niort-Toulouse cette saison. J'espère que c'est pas la 38e journée. Deuxième question. Savez-vous à quand remonte la dernière défaite de Valenciennes au stade du Hainaut? Oui, contre Châteauroux. Non, toute compétition confondue. Toute compétition confondue contre Dijon en 32e de finale de la Coupe de France. C'était approximativement le 5 janvier. Ouais, franchement, ça ne va pas faire mieux. Ouais, je pense que Laurent a la bonne réponse. Donc,
C'était 2-1, je crois, pour Ah Dijon. c'est voilà. Bon bah voilà. Chevalier avait marqué c'est pour vrai VA que- sur penalty en plus. Impeccable. Le 5 janvier. Moi, j'étais à exactement. Grande Sainte-Nancy. Attention. Ah oui, pour un Ouais. C'est vrai. beau match aussi. Dorian, là, tu as ta chance. Je te laisse répondre en premier. Quel est le dernier buteur de l'AC Ajaccio en championnat? Alors, cette année, ils n'ont pas Sachant que encore c'est la marqué. seule équipe de Ligue 2 qui n'a pas marqué cette saison. Donc, c'est 38e journée. Ah, ne risque pas, la 38e journée, il n'y avait personne qui jouait. Enfin, 28e, Ouais. pardon. Contre qui ils avaient joué? Je peux. Voilà. Attends, je vais proposer un buteur, mais parce que j'essaye de me souvenir du match, peut-être, mais non, ça va. En plus, tu l'as vu. Franchement, je vais Ah oui, dire. on l'a vu, c'était un énorme match. Bon, bah, Laurent, c'est déjà. Ouais. Non, alors je me rappelle plus du buteur pour être totalement C'était franc. un C'était énorme un match télévisé un samedi après-midi à 15h. Il faisait beau. Ah oui. Ah oui, ok, j'ai le match. Alors, le buteur. Oula, qu'est-ce qui a marqué ce match-là? Ah, c'est pas facile. Ah, je sais plus. C'est un joueur qui n'est pas en Ligue 2 actuellement, mais qui pourrait très bien revenir. Hugo Cupers? Non, c'est contre Lorient. C'est Bayala. Cyril Ah oui, Bayala, c'est exactement. Bien joué. Victoire 1-0 C'était face contre à Lorient. Lorient. Ouais, le 1-0 contre Lorient qui était un très très beau match. Et pour pas être méchant que avec Toulouse, j'ai une dernière question pour vous, même si Laurent a déjà gagné ce quiz. Ouais. À quand remonte la dernière victoire de Nancy, dont on a parlé tout à l'heure? Oh, je l'ai vu il y a pas longtemps. Dernière victoire de Nancy en Ligue 2. C'était. Oh là là. C'est contre Valenciennes, 1-0. Contre Valenciennes, 1-0. Valenciennes. Bien joué. Bien joué. C'était la 20e journée. Non, début du mois de janvier. Le c'est la 10 première janvier, fois. Début janvier, pardon. Début janvier, ouais. Contre Valenciennes. 1-0 contre J'ai sauvé l'honneur. Valenciennes. J'ai sauvé Voilà, l'honneur. tu sauves l'honneur. Et finalement, donc du coup, ça fait un bail aussi pour Nancy. On en parle beaucoup moins, mais c'est vrai que ça va quand même faire 10 mois. Quoi. Donc si demain Dorian sort une brève dizaine de victoires, on saura d'où est-ce que ça vient. On Philippe, saura merci. nous sortir les chiffres. Voilà. Et ben bravo. Donc Laurent poursuit son parcours sans faute. Non, pas sans faute, quand même. Mais... Presque sans faute. Presque sans faute. Quand en même. tout cas, Quand même. messieurs, Philippe, merci pour ce quiz. Dorian, merci de ta participation aussi à ce nouveau podcast ML2. Merci à toi, Laurent. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour le prochain. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker le podcast sur votre Facebook, sur Twitter, peu importe. Et rendez-vous seulement sur maligue2.fr pour toutes les informations et suivre en direct la prochaine journée. La 4e donc de ce championnat. Messieurs, bonne semaine, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut, à la semaine prochaine. Salut. Ciao.